Vous n'êtes pas français. Oui. Vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de titre de séjour. Et ben, à un moment, il faut. Oui, voilà, j'étais jeune, quand c'est la France qui m'a élevé. Vous détenez des éléments qui contredisent totalement le constat de l'huissier venu chez France Télévisions. Alors, c'est mieux que ça. Ah. C'est plus simple. Vous savez, quand vous voulez mettre un terme à une polémique, quand vous voulez convaincre, je ne vais pas me servir de mes pièces, parce qu'on pourra toujours dire « Ah, il faut qu'on ait le temps de les vérifier, il faut qu'on puisse les analyser, ou ça se trouve, ces pièces sont infondées. » Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire, et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. À savoir, leurs images qui ont été diffusées et leurs constats, puisque personne n'a vu le constat, excepté leur partenaire France Info. Il n'y a que France Info qui a publié des extraits de ce constat. D'accord. Et donc, il est très important, et on va y aller point par point, puisque, en effet, ce qui a provoqué la chute de l'ogre, puisque c'était le but, puisque c'est le titre quand même de ce sujet, donc la chute de Gérard Depardieu, c'est pas les blagues à répétition, de mauvais goût soit, salaces pour certaines, qu'on lui a demandé de faire en tant que personnage dans le film, le long métrage cinématographique de Yann Moix, puisqu'on a les contrats de fiction. C'est le fait, et je reprends la voix off de complément d'enquête, le fait qu'il ait sexualisé un enfant. Exactement. Et en effet, le fait d'avoir sexualisé un enfant vous glace. Oui. Et si on considère que c'est vraiment le Gérard Depardieu dans l'intimité, dans la vie réelle, bah, c'est quelque chose qui vraiment disqualifie socialement. Et donc, vous avez la première image. Alors, on va revenir. Dans son procès-verbal, donc l'huissier constate que tous les propos contestés ont bien été tenus dans le hara à ce moment-là, et surtout, il l'indique. C'est ce qu'il dit, l'huissier. Mais l'huissier, il regarde les images, il va regarder, il va dire bah, c'est Cyril Hanouna, c'est pas un expert, l'huissier, c'est un huissier. C'est bien ce que ça veut dire. Bernard Montiel était huissier. Voilà. Donc, il constatait. Voilà. Et comme ici, il vient dans l'émission, il constate. Au cours de cette séquence, donc, je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Voilà. Alors ça, c'est très important. Oui. Ça, c'est l'extrait de l'huissier publié par France Info. Oui. Et en effet, on se dit, à lire cela, qu'à l'exception de la jeune fille, donc de l'enfant, il n'y a que des hommes. Et l'image d'après, ça vient sur une voix off. Gérard Depardieu sexualise l'enfant. Et vous avez l'image sur laquelle on voit cette petite, entourée de 3 hommes, un cavalier et 2 moniteurs derrière, où il est écrit, si on peut voir l'image à l'antenne, « Si jamais il galope, elle jouit ». Ouais. Donc, là, bien évidemment, avec ce que annonce l'huissier, on se dit tous, bah, il l'a dit. Oui, bien sûr. Sauf que, faut lire d'un peu plus près ce que dit l'huissier, et c'est pour ça que votre régie a eu raison de souligner. L'huissier dit en premier plan. Parce que je rappelle quand même que l'huissier, c'est un officier ministériel. Il peut ne pas tout dire. Il peut mentir par omission, mais il ne peut pas mentir, sinon, là, c'est automatiquement une condamnation, il perd son titre. D'accord. Et ça a attiré notre attention. Pourquoi? Parce qu'en premier plan, ça veut dire qu'il y a peut-être un second plan. C'est ça. Et ça, c'est, il constate les images qu'on lui a données. Et il constate, et il dit, moi, en premier plan, je le vois que des enfants. Un enfant et 3 hommes. Est-ce qu'il y a un second plan? Et c'est intéressant. Alors on se pose la question, on recherche, est-ce qu'il fait l'analyse du second plan? S'il le précise, c'est qu'il y a un second plan. Et là, c'est très curieux parce qu'il ne dit rien. Mais il y a autre chose, c'est que l'huissier ne constate pas cette fameuse phrase « Si jamais il galope, elle jouit ». Alors que Le Monde, qui est aussi un grand soutien de complément d'enquête, ainsi que France Info, partenaire de complément d'enquête, indique que les images ils ont vu du film, Depardieu dit « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et, attention, il dit France madame, Info, il dit madame. « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et complément d'enquête, qui a comme partenaire France Info, donne encore plus d'informations à leurs partenaires, et ces derniers écrivent, oui, en effet, il dit ça, il dit même,
Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. Et là, on se dit, mais comme l'a dit Le Monde, il parle de cette petite. Yann Moix a toujours soutenu que Gérard Depardieu n'a jamais, à aucun moment de la séquence, parlé et sexualisé cette petite. Alors, monsieur Moix, vous êtes bien aimable, mais moi j'ai un constat d'huissier qui me dit qu'il n'y a que des hommes à part une petite fille, et Gérard Depardieu, que j'entends. Si jamais il galope, elle jouit. De qui parle-t-il? Il parle d'une autre cavalière. Elle est où cette autre cavalière? Elle est au second plan. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir le second plan? Exactement. Et si vous prenez image par image, vous avez, est-ce qu'il y a une femme dans le haras? Et là, vous avez une cavalière qui, je vous rappelle, et ça c'est très important, à la différence, et vous pouvez faire image par image ou alors le regarder chez vous, puisque c'est encore en ligne, à mon avis ça le sera plus longtemps. C'est la cavalière, à la différence, et on le voit avec la queue du cheval, à la différence de la petite qui est sur un poney, elle n'est pas au pas, mais au trot. Comme chacun sait, notamment Depardieu, qui est quand même fin connaisseur en matière d'équitation, qui a quand même joué un très grand nombre de films où il était cavalier. Et en matière d'équitation, il y a plusieurs vitesses. Nous avons le pas, nous avons le trot, et à la suite du trot, le galop. Et donc, quand Depardieu dit « Oh, c'est bien madame », madame, c'est une dame. Bien sûr. Si jamais elle galope, donc puisqu'elle est au trot, si elle passe à la vitesse supérieure, elle jouit. Ça, c'était ce que lui avait demandé Moix de dire « T'es le beauf qui commente des cavalières ». Et voilà. Et voilà, elle passe. Et donc, si jamais son moniteur la fait passer au galop, c'est la deuxième phrase. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. Et ce qui est extraordinaire que... non, mais je termine juste une chose, monsieur. Si jamais il galope, elle jouit. C'est la phrase qu'on voit sur l'écran de complément d'enquête. Eh bien, figurez-vous que cette phrase n'est pas dans le constat d'huissier. Pourquoi elle n'est pas dans le constat d'huissier par rapport à l'image qui correspond à la petite entourée de 3 hommes? Parce que Depardieu ne la prononce pas en regardant la petite, il la prononce en regardant la cavalière qui est une adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce fameux plan de coupe, il y a ce sous-titre et il y a la voix off avant. Alors, est-ce qu'on peut revoir l'image pourtant, puisque les journalistes de complément d'enquête, pour eux, il n'y avait pas de doute. D'ailleurs, ils ont resserré l'image sur la petite fille. J'aimerais qu'on voie l'image, parce qu'eux, ils font ce qu'on vient de voir là. Ils resserrent, en fait, ils resserrent sur la volontairement. Volontairement, pour qu'on se dise... de toute façon, ils se sont dit, ils verront jamais rien, ils vont pas revenir là-dessus, ils vont pas faire une enquête là-dessus, et ils savaient pas que ça allait faire un buzz comme ça. Ils l'espéraient tout de même, puisqu'ils l'ont quand même mis en teaser pour annoncer le complément d'enquête. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez vu, les téléspectateurs disent déjà, c'est fou comment on peut trafiquer. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on accorde une confiance extrêmement importante aux producteurs de télévision et aux télédiffuseurs, et qu'en cas de manquement, même non intentionnels, ils sont sévèrement sanctionnés, mais en cas de manquement intentionnel, ils sont gravement sanctionnés. Qui plus est sur le service public. Mais là, ce n'est pas le tout. C'est que, puisqu'on a des extraits de l'huissier, allons tout lire. Là, j'ai plus de madame. Ils ont fait disparaître le madame, puisque sinon tout le monde aurait eu le même réflexe que nous. Pourquoi ils parlent de madame? Ils ont enlevé le madame. Et oui, si madame, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle joue. Il n'y a plus de madame. C'est grave, ça. Ils ont supprimé la fin. Si jamais elle galope, elle joue. Il laissait sous-entendre qu'il s'adressait à une femme. Mais vous n'avez pas que cela. Vous n'avez pas que cela. Ils ont supprimé le madame. Ça, c'est sûr. À partir du moment où vous avez un premier plan de caméra et on voit qu'il y a un deuxième plan de caméra, on va regarder vraiment le deuxième plan de caméra. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cet huissier, qui vraiment évite les obstacles, puisqu'il sait que son constat va être exploité par France Télévisions et va être public. Je rappelle quand même que, comme par extraordinaire, personne n'a le nom de cet huissier. Personne n'a le constat, mais personne n'a le nom de cet huissier. Je rappelle que les huissiers, c'est un peu comme les avocats. Ils sont rarement en manque de publicité. Hein. S'ils peuvent, et je sais de quoi je parle, s'ils peuvent faire état un peu de leur nom, parce que ça ramène, ça génère une certaine notoriété. Là, comme par hasard, c'est l'huissier le plus discret de France. J'espère que toutes ces images vont être reprises par les autres médias, hein, bien sûr. Mais bien évidemment, mais de toute façon, si ce n'est pas repris par les autres médias, en tout cas, ça sera reprise par le procureur de la République. Voilà, bravo. Ce qui est très important, c'est que cet huissier, travaillons avec lui, cet huissier nous indique qu'il y a à minima 2 caméras
Et lui, il constate 2 caméras professionnelles avec des timecodes. Donc on peut comparer. Bien sûr. Il refuse de nous donner les images et de nous donner accès aux bandes. Pourquoi? Puisque la bande audio avec la bande image, on pourra voir si elle match, si elle ne matche pas. Il y a bel et bien montage et donc trucage en l'espèce. Vous avez la deuxième difficulté quand même dans ce complément d'enquête, en ce qui concerne la position de Yann Moix. Il n'a jamais sexualisé la petite fille. Écoutez, c'est un peu gênant, monsieur, parce que il y a quand même un constat d'huissier qui dit on voit la jeune fille sur un équidé, guidée par un homme, après cette séquence, juste quelques secondes après, où Monsieur Depardieu, ça c'est l'huissier qui, je lis le constat d'huissier, Monsieur Depardieu dit « C'est bien ma fille, continue, tu vois elle se gratte là ». Monsieur Depardieu dit « C'est bien ». Et là, j'ai souvenir que Julie Depardieu, très naturellement, avec une immense sincérité, elle dit « Mais vous savez, mon père appelle Fifi, tout le monde peut appeler Fifi, une vieille dame, une jeune dame, une femme. C'est ridicule, mais quelle défense, etc. » Et inconsciemment, nous aussi, on se dit « Fifi, c'est plus pour un enfant qu'un adulte ». D'autant que, quand on regarde cette séquence, on ne voit que le moniteur et la petite, quand il dit « Tu vois, elle se gratte ». Alors, première observation, moi, personnellement, je ne vois pas personne se gratte, mais surtout, je me dis, même si ils ont manipulé, monté le « si elle galope, si jamais elle galope, elle jouit », il reste là. Alors, la question, c'est est-ce qu'il parle de la petite? Est-ce qu'il parle de l'enfant? Yann Moix m'a assuré que non. Et je suis convaincu qu'il a raison. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, toujours sur l'huissier, qui se fait un plaisir de nous dire « Je vois caméra 1, ce que l'équipe de tournage filme, et caméra 2, elle filme un autre angle. » Ben, voyez-vous, quand je vous ai lu le constat d'huissier, donc la retranscription, tu vois, elle se gratte, c'est la caméra 2. Et l'huissier met, entre guillemets, sur la caméra 2, on voit la petite fille sur équidé, guidée par un homme. 3 petits points, je ne sais pas ce qu'il y a entre les 3 petits points. Monsieur Depardieu dit, c'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là, 3 petits points. Soit. Est-ce que je peux avoir l'analyse de la caméra 1? Parce que là, c'est la 2. Voir si elle se gratte la dame. Et là, je ne l'ai pas. Ouais. Ah ouais. On va voir si elle se gratte. Or, Voir si elle se gratte la dame. imaginons une seconde que Gérard Depardieu parlait toujours de la même cavalière, puisque c'était une espèce de blague à répétition. On en pense qu'on veut, mais ça arrive. C'est ce qu'on peut demander. À chaque fois qu'elle passe, puisqu'elle est au trot, elle passe bien plus vite que la petite. Ouais. Chaque fois qu'elle passe, tu fais une remarque. C'est peut-être sur la caméra 2. Eh bien, regardez de près l'image. Quand vous regardez image par image, en ce qui concerne la petite, c'est sur la base de ces images, sur la base de ces propos, que Gérard Depardieu a véritablement chuté, pour reprendre leur expression, et a été même lynché. Et tout le monde a perdu la raison, puisque bien on comprend, on peut comprendre que dès qu'on parle des enfants et un adulte qui sexualise sérieusement un enfant, dans ces cas-là, on considère qu'il n'a pas à faire partie de notre communauté. Et c'est une exclusion sociale. Et c'est véritablement scandaleux. Et Yann Moix en est... Je voudrais dire, rajouter un truc. En plus, ils l'ont balancé avant sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est un buzz énorme. C'est ça. C'est-à-dire que les gens en parlaient. Certains vous miment. Pas avec le même succès, mais certains vous miment. C'est un peu ce que vous faites. Merci. Oui, c'est vrai. Pas avec le même succès. Merci, en tout cas. Maître Assous, ça a été incroyable. Hein. On avait l'impression d'être dans un film. Et vraiment, on ne pensait pas avoir autant de preuves, parce que là, les preuves, je trouve qu'elles sont irréfutables. Je ne sais pas quelle va être la réponse de Complément d'enquête ni de France Télévisions. Mais là, franchement, pour moi, c'est rideau. On va en reparler demain, bien entendu, dans cette émission, parce qu'on va revenir sur tout ça. Est-ce que vous avez un dernier truc à ajouter J'ai quelque chose de très simple. Là, pour l'instant, ce n'est qu'une analyse plus ou moins précise, exhaustive. Nous avons fait de notre mieux de leur pièce. Oui. Après, nous avons les nôtres. Et puis après, vous allez quand même avoir celle de la police, puisqu'il va y avoir une enquête. Puisque là, vous pensez bien qu'il y a des actions judiciaires qui sont lancées contre Complément d'enquête, enfin France Télévisions, et le producteur Anthony Dufour, et les réalisateurs de ce sujet de Complément d'enquête. Mais une fois de plus, je comprends beaucoup mieux pourquoi ils ont toujours refusé de communiquer l'intégralité du constat. Pourquoi ils ont toujours refusé de communiquer les rushs, et même à la police. Pourquoi? Et qu'ils ne nous disent pas « Oh, secret des sources ». Bien évidemment, le secret des sources, il faut le respecter, il est extrêmement important. Ce n'est pas une source, là. C'est un sujet et qui fait polémique, dans lequel il y a de véritables accusations qui sont portées contre Gérard Depardieu, et on démontre que
Ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas opposer le secret des sources à l'ARCOM. Et donc j'invite tout à chacun, puisque nous allons le faire, à saisir l'ARCOM. On va le faire pour aussi. leur demander qu'ils imposent à France Télévisions et à Écrifilm de se justifier et de donner des explications. Et j'invite également le gouvernement, notamment le ministre tutelle de France Télévisions, à le faire. Puisque une fois de plus, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai un peu travaillé sur ce qu'on appelle les fake news, donc la diffusion de fausses nouvelles. Si on peut laisser cela sans sanction, et si vous ne faites pas la lumière là-dessus, ça décrédibilise tout le service public audiovisuel. Bravo. L'investigation. Bravo. Merci. Merci Jérémy Assouche, merci. Merci en tout cas Stéphanie, la maman de Maëlys, d'être avec nous. Merci Maëlys d'être là. Maëlys, déjà comment tu te sens aujourd'hui? Je suis toujours sous le choc de ce qui s'est passé, parce que je trouve que c'est injuste que certaines personnes qui m'ont fait ça sont encore à l'école et moi je dois rester chez moi. Je me sens encore pas bien, j'ai encore des bleus, j'ai encore mal un peu partout sur le corps. Et je trouve que ça va mais très lentement. Et j'aimerais juste que ça se reproduise pour personne d'autre, en fait. J'ai envie que ce qui s'est passé, personne d'autre le vive, parce que c'est horrible, en fait, au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, Maëlys? Parce que pourquoi il y a eu cette rixe? Raconte-nous. C'est quoi c'est qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les personnes, je ne les connaissais pas. Et apparemment, il y a 6 mois, je les avais filmés en train de se battre. Donc, ils ont voulu régler ça aujourd'hui. Tu les avais filmés en train de se battre? Et donc, voilà. ça leur avait pas plu? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Il y avait eu un truc sur les réseaux? Il y a eu quoi? Il y a eu des... Non, c'est des rumeurs. Des rumeurs? Et donc quoi? Et tu savais qu'elle t'attendait ou pas du tout? C'était quoi? C'était un guet-apens? Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas qu'elles étaient devant ma salle parce que justement, j'allais en cours d'espagnol. Donc, je savais pas qu'elles étaient devant ma salle. Selon moi, c'est un acte qui a été prémédité. D'accord. Donc, il y a sûrement un élève de sa classe qui a donné son emploi du temps. Parce que les filles sont arrivées au moment où elles sortaient de sa salle de cours. Donc, elles se sont jetées violemment sur elle, l'ont ramenée dans un coin pour commencer à la tabasser. Et c'est inadmissible ce qui s'est passé. Elles étaient combien? Au moins une dizaine. Hein. Une dizaine. Donc, elles te disent quoi quand elles viennent pour te tabasser? C'est ça? Comment ça se passe? Elles me disent qu'on doit parler. D'accord. Et après, elles me demandent si je les ai traitées de connasses et elles commencent à... C'est quoi? Si je les ai traitées de connasses. Si tu les avais traitées de connasses? Oui. Mais c'est quoi cette affaire? Parce que tu les avais traitées, il y avait eu un truc ou pas du tout? Tu les non, connaissais pas même du tout. En fait, elles pensaient que j'avais montré la vidéo que j'avais apparemment filmée à des garçons en disant que je les avais traités de connasses. C'est quoi ça? Donc en fait, elle a eu... voilà, ils se sont jetés sur elle à plusieurs parce qu'elle aurait soi-disant traité cette jeune fille, du coup, qui est l'auteur de cette agression de connasse. Donc plutôt que de lui demander des explications, elle lui a tapé dessus. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la seule qui a été mise à l'écart de l'établissement. Et pendant ce temps, les autres qui sont aussi présentes, qui filment, qui rigolent, que ça amuse, sont donc à l'école tranquillement, pendant qu'Océane, c'est incroyable, si vous nous rejoignez à 21h04, c'est d'une violence extrême. Comment vous avez appris ça? Parce qu'on se met tous à votre place. Comment vous avez appris que votre fille était dans... Parce qu'elle était inconsciente quand elle a été retrouvée. C'est ça, donc ils m'ont appelée, j'étais au travail bien entendu. Oui. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne la chercher parce que du coup elle avait subi une agression. Donc moi j'ai appelé tout de suite son père pour que lui, du coup il était plus proche de moi. Donc il a été directement et au moment où ils m'ont appelée, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'elle va. Ils m'ont dit qu'elle avait perdu connaissance. J'ai demandé à ce qu'on appelle les urgences. J'ai dit appelez les urgences, s'il vous plaît. Et ça n'a pas été fait. Ils ont attendu que le papa arrive pour du coup l'accompagner à l'hôpital. Donc une fois à l'hôpital, lui il s'est chargé de l'accompagner pendant les examens. Moi j'ai pris le relais. À la suite de cela, elle m'a demandé, Océane, de l'accompagner au commissariat. Elle voulait en parler. Mais je pense que ce n'était pas une bonne idée parce que finalement, la plainte, elle n'a pas pu aboutir du coup, le jeudi 25 parce qu'elle a fait une crise d'angoisse. Elle est tombée.
On a dû appeler les pompiers, le SAMU est arrivé sur place, voilà. Ensuite, donc, la police m'a rappelé le lendemain, donc le vendredi 26, pour me demander comment qu'elle allait et qu'il fallait absolument qu'on termine cette plainte pour que justement les agresseurs soient arrêtés. Ouais. Voilà. C'est incroyable quand on entend votre histoire. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir et ce qu'aimeraient savoir les téléspectateurs, c'est vrai qu'on ne comprend pas en fait. T'es à l'école, t'es en quelle classe? Seconde. Seconde, d'accord. Tout se passe bien pour toi à l'école? Oui. Tout se passe bien, t'as plein de potes, tout va bien? Et je tiens quand même à rajouter que ma fille, je la dépose à l'école le matin avant d'aller travailler. Je la récupère après, même quand j'arrive en retard, je lui dis tu m'attends dans le lycée et tu sors. Et quand je vois que ça s'est produit au sein de l'établissement, je me dis mais on est où? Non mais c'est ça. Du coup moi j'ai plus confiance. Bien sûr. Je sais pas. Tous les gens qui nous regardent à 21h06 en direct doivent se dire ils n'ont plus confiance non plus. Donc dans ton établissement, il y a personne qui savait, qu'il y a personne qui a alerté quelqu'un, personne. Non. Visiblement non. Les surveillants se demandent où ils étaient à ce moment-là. Bien sûr. Voilà, à quoi ils servent du coup. Et donc toutes ces jeunes filles sont dans le même lycée? Dans le même lycée, elles ne sont pas dans la même classe. Bien, mais elles sont dans le même lycée et elles y sont toujours? Et elles y sont toujours, sauf celle qui porte les coups à Océane. Elle a été exclue, mais... Elle doit passer en conseil de discipline, donc avant les prochaines vacances. Conseil de discipline. Et après, du côté police, ce qui va se passer quand même probablement, il faut le dire. Oui. L'avantage, c'est que comme il y a les images et que le lycée a les noms des jeunes filles, ils vont les transmettre à la police. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait rapidement des gardes à vue et que les filles qui ont fait ça, déjà, une garde à vue, quand même, ça impressionne, et qu'on les entende, qu'on les interroge et que la justice des mineurs fasse rapidement le job. Et là, la justice des mineurs, en général, c'est très long. C'est ça le problème. Maëlys, toi, aujourd'hui, t'as peur de retourner à l'école, forcément? Oui, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis qu'ils n'ont pas tous été sanctionnés. Donc, je vais sûrement recroiser certaines personnes. Et que, comme je ne les ai pas tous identifiés, ça peut se reproduire pour une vengeance ou autre. T'as cru que t'allais mourir? À ce moment-là, je me demandais quand ça allait s'arrêter. Donc, oui, je me disais qu'à tout moment, il pouvait sortir quelque chose de leur poche. T'étais quand même inconsciente. Oui. Et ce que vous racontez, je me permets, Maëlys, c'est quand même ce qui est assez frappant dans votre plainte, c'est que finalement, vous tombez par terre. Et là, vous avez encore les yeux ouverts et vous voyez qu'on continue à vous frapper. Vous voyez des pieds qui continuent à vous frapper sur tout le corps. Ça, c'est quand même assez terrible. Avant de perdre connaissance, quoi. C'est bien ça? Oui. C'est injuste ce qu'elle a subi. Moi, j'aimerais vraiment que les parents prennent leurs responsabilités, qu'ils deviennent vraiment acteurs de l'éducation de leur enfant. Justement. Oui. Est-ce qu'il y a un des parents qui vous a appelé ou qui vous a contacté? Pas du tout. Rien, personne? Non. Personne? Non. Et il a fallu que je me déplace dans le lycée, que j'exige un rendez-vous pour savoir ce qu'il en était, s'il y avait des mesures qui avaient été prises. Et j'avais plutôt l'impression de plutôt les déranger. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ce sentiment que j'ai eu. Aujourd'hui, pour revenir à l'affaire, donc toi tu sors tranquillement de l'école et il y a quelqu'un pendant l'école qui vient te chercher, qui te dit on a te parler. Elle sort même pas de l'école. Elle sort même pas, elle est dans l'école, comme elle sort de classe. La classe. Ouais, elle sort de classe, il y a quelqu'un qui vient t'agresser. Pour l'agresser. T'étais pas du tout au courant, pas du tout? Non, parce que si je savais, j'allais prévenir le prof justement. J'allais lui dire, monsieur, il y a quelque chose qui se prépare. Dites-leur de partir ou faites quelque chose. Donc non, je ne savais pas en fait. C'est pour ça que je parle de préméditation. Ouais. Ça a été organisé. C'est un guet-apens. Ils savaient dans quelle salle qu'elle était et elles sont venues l'agresser. Donc elles doivent être tout simplement sanctionnées, mais sévèrement. Non, mais très sévèrement. Ça doit être très sévèrement. À titre d'exemple, Maëlys, donc toi, quand tu la vois arriver, tu t'imagines pas que ça allait être un tel déferlement de violence derrière? Comment? Tu t'imagines pas ce qui va se passer derrière quand elle vient de parler? Parce que quand elle est arrivée, je commençais à descendre les escaliers parce que je savais pas que c'était pour moi. D'accord. Et je voyais qu'il filmait, mais je calculais vraiment pas parce que pour moi, j'avais de problème avec personne, donc je savais pas que c'était pour moi. Je m'apprête à descendre les escaliers et je sens sa main sur mon manteau. Du coup, je refuse de porter, mais que j'ai porté aujourd'hui. D'accord. Et je vois que tu essaies de te défendre aussi. Hein, Oui. Bien sûr, ouais. Et c'est là que les autres... voilà. C'est ça, c'est parce qu'en fait, comme elle voit que tu te défends et que
elle a des difficultés avec toi, ils viennent tous derrière pour l'aider, quoi, en fait. Et ce qui est quand même choquant, c'est que la plupart, elles filment, ça rigole, c'est très amusant ce qui se passe. Hein. Non, c'est loin d'être amusant. Un smiley qui se marre. Ouais, non, les smiley qui se marrent et tout, mais c'est vraiment des abrutis finis. Et tes copains et tes copines du lycée, elles t'ont dit quoi? Quand elles t'ont vu partir, c'est ça le truc. T'étais toute seule quand t'as descendu les escaliers, t'avais pas de potes avec toi? J'étais avec deux amis de classe à moi. Ouais. Et c'était en intercours, donc on s'apprêtait à descendre les escaliers. Et elles comprenaient pas. Elles m'ont dit, mais t'as fait quoi? Pourquoi il y a des personnes devant? Enfin, c'est qui? Ouais. Ensuite, elles regardaient en fait. Elles me regardaient parce qu'elles m'ont dit qu'elles pouvaient rien faire vu qu'il y avait plusieurs personnes. Elles n'ont pas essayé d'alerter les surveillants? Non. Non, elles étaient quoi? Elles étaient en train de regarder en fait. Elles étaient quoi? Elles étaient là toute la scène, pendant toute la scène? Oui, voilà. Ça a duré combien de temps? Je sais pas, je pensais vraiment pas à ça à ce moment-là en fait. Moi j'ai eu une de vos amies au téléphone justement cet après-midi qui m'a dit que ça avait duré à peu près 5 minutes. Ouais. Et elle, j'ai essayé de lui parler, de lui demander de me raconter ce qui s'était passé, etc. Mais je sentais qu'elle était très fermée. Enfin, on sent qu'elle est hyper gênée par cette histoire aussi. Ouais. Peut-être qu'elle s'en veut aussi de ne pas être intervenue, je ne sais pas. Vous avez essayé d'appeler? Elle a peut-être elle aussi, elle est encore à l'école. Vous avez essayé d'appeler l'établissement? Oui, mais l'établissement, de toute façon, dans ces cas-là, dans toutes ces affaires, les établissements, ils se verrouillent, ils disent nous, on ne peut pas communiquer, et ils renvoient vers le rectorat. Et c'est le rectorat qui m'a répondu. Gilles? L'établissement, rien du tout. Il a fallu attendre que vous portiez plainte pour que le directeur consente à vous parler, si j'ai bien lu, c'est ça? C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait aucune prise de conscience. Et comme vous êtes au commissariat, là, il consent enfin à vous parler. Et c'est surtout quand je me suis rendue et que j'ai exigé d'avoir un rendez-vous, qu'ils ont compris. Et quand j'ai montré les vidéos, c'est là où ils ont pris du coup l'ampleur de la situation. Donc s'il n'y avait pas eu de vidéo, finalement, ils n'auraient pas pris en considération ce qui s'est passé. Et c'est affolant. Juste, Stéphanie, votre mari, oui. il a réagi quand? Parce que c'est vrai que lui, il devait être comme un fou aussi. Eh bien, écoutez, on essaie de garder sang-froid. Oui, il faut pour elle. Ah, bravo à vous. Il faut parce que elle a besoin aussi de se reconstruire et par rapport à ce qui s'est passé. Parce que votre mari, au début, il a dit quoi? Il a dit je vais tout casser. Mais moi, j'ai dit pareil. Ouais, ça. Ouais. Ah oui. Mais après, quand j'ai vu dans l'état qu'elle était, je ne pouvais pas me permettre de pleurer. Voilà, je me suis mise en... Vous avez pensé à appeler les parents ou pas du tout? Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Moi, c'était de porter plainte, de prendre contact avec l'établissement et surtout de médiatiser ce qui s'était passé. Alors, je vais vous dire, là, voyez ou pas, typiquement, Stéphanie et son mari, de médiatiser. Ils ont fait tout comme il fallait. Ouais. Et bon, on va voir ce qui va se passer. Parce que le système est fait d'une telle manière qu'ils ont peut-être aussi des enfants. Donc s'ils prennent les aides, s'ils prennent leur chômage ou toutes les aides qu'ils peuvent avoir, RSA cumulé, peu importe, tout ce qu'ils peuvent avoir, ils vont faire 1002, 1003. Et au travail, on va leur dire, bah toi, on ne te connaît pas, tu n'as pas de diplôme, ni d'Adam, ni d'Ève, viens, premier jour, 1003, 1004 net. Il va dire, je ne vais pas y travailler pour gagner 200 € de plus. Bien sûr. Je reste chez moi. Le chômage. Je reste chez moi. Non, mais il y a des gars qui cherchent vraiment du travail. Mais il y en a énormément. Et Gilles Berdet, c'est ce qu'il m'a dit à la pub. Il y en a 1450. Non, mais c'est pas possible. Mais quand il dit tout ce qui sort de sa bouche, c'est des conneries. Il a dit il y a 1450 profiteurs en France. Mais t'en as pas marre. Mais tais-toi, on n'en peut plus. Je pense pas, non. Non, mais c'est pas possible, 1450 profiteurs. Non, mais c'est tous ceux qui étaient à la bar mitzvah de mon fils. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais comment tu peux dire une connerie pareille? Ça se calcule en milliards, les profiteurs. En millions, non, Non, je te parle en argent. En argent, c'est en milliards. Des milliards. Tu veux que je te dise la vérité? Ce qu'il faut faire? Les deux trucs à faire. Il faut s'attaquer aux deux. La fraude fiscale et tout ce qui est, tu vois. Ça peut être intraitable avec l'évasion fiscale. Exactement. Ouais. Voilà. Non, mais tout ce qui est fraude. Ça, déjà, tu vas voir. Tout ce qui est fraude, déjà, tu vas voir. Et deux, il faut s'attaquer à tous les profiteurs. La fraude sociale. Exactement. Tu vois, tu sais mettre des mots sur ce que je veux dire. Pas que la fraude sociale. Pas la fraude. C'est même pas que la fraude. C'est pas de hors-la-loi. Exactement. Le mec qui reste 10 ans. Mais oui, le mec qui reste 8 ans sans travailler, c'est pas hors-la-loi. Le système leur permet de faire ça. On lui donne 1000 € dans sa poche, il dit merci la France, je les prends.
Je vais pas aller travailler. Vous croyez sérieusement qu'il y a des gens qui vont rester 15 ans sans boulot en galérant? Mais qu'il est con. Mais j'en peux plus. Là, il y en a 1250. Mais qu'est-ce que tu racontes comme quand il y en a des millions? Tout le monde veut bosser. Mais là qu'il est déconnecté. C'est là qu'il est déconnecté parce qu'il dit en galérant. Galère pas les gens. Il y a des gens au chômage vraiment qui galèrent, qui doivent se réinsérer, qui doivent revenir dans le monde du travail, qui vivent l'enfer à cause de leur formation, leur diplôme, etc. Ils sont pleins de motivation. On leur ferme les portes pour des discriminations, peu importe, des compétences, l'âge, peu importe. Ceux-là, on les laisse à part parce qu'ils en veulent. Je te parle de ceux de longue durée. Me dis pas qu'ils galèrent. Bien sûr, me dis pas qu'un mec qui prend 1000 balles par mois et si on lui dit tu vas aller se faire ce boulot-là pour 1003, tu vas faire serveur et tu vas travailler. Je vais balancer des abonnements dans le pass Navigo, va falloir que je mange le midi, va falloir que je me trouve je vais payer des impôts derrière. Je reste chez moi à 1000 balles tant que ça tombe. Et il y en a pas, ça existe, ça. Il y en a pas 1400. Et ils font des petits boulots à côté, ça existe. Et voilà. Oh là 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 là. Ça existe. Polska, oui. Moi, je donne mon avis, me criez pas dessus. Je suis un peu d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors déjà, je trouve que Radouane, il a aucune humanité. Oh, t'es mignonne. Voilà, t'as aucune humanité. Et ok, donc je suis totalement d'accord. La France, elle veut pas accueillir tous les malheurs du monde, mais à un moment donné, la France, c'est pas des gogoles. Genre, ils ont fait rentrer des gens, ils sont là, maintenant on peut pas laisser crever, c'est pas des animaux. Et même quand les animaux, on les vise pas là, on les soigne. Donc à un moment donné, non, je suis désolée. Il y a des mamans, il y a des bébés, c'est quoi, ça n'a pas d'humanité? On les Français, on les sénégalais, on les congolais, on est des humains avant tout. Moi je comprends quand vous parlez, et j'accepte plus. J'en peux plus de Verdez. Il connaît rien à la vie et aux gens, des profiteurs, il y a que ça. Qu'est-ce qui répond à ça aux profiteurs, Gilles Verdez? Sache-le, la France aujourd'hui. Il n'y en a pas que 1000. La France aujourd'hui, je te le dis, elle est aussi victime, et je te dis que c'est bien plus grave que ce que tu ne crois, des profiteurs et de ceux qui profitent de la France et du système. Sache-le, alors qu'il y a des gens qui travaillent énormément et comment tu peux avoir un agriculteur qui travaille, qui prend moins qu'un gars qui ne travaille pas? Mais on est où en fait? Même les artisans, il y a mais on est où là? Mais je te parle des agriculteurs, c'est un exemple, il a raison. Mais il y en a plein d'autres. Non mais tu dis quoi toi? Tu dis quoi? Mais tu dis quoi? Ne regardez pas comme ça, mais je dis que tous les gens qui sont au RSA, ils n'ont pas choisi, les chômeurs longue durée, ils n'ont pas choisi. Arrêtez, ils ont choisi d'être au RSA, les gens. Et quand j'entends ça, c'est horrible. Il y en a qui l'ont choisi. Mais Gilles, il y a une différence. Il y en a qui l'ont choisi. D'être complètement. Il y en a qui l'ont choisi parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler. Avant d'être au RSA, tu es d'abord au chômage. Si tu as travaillé, tu as ouvert des droits. Entre le moment où tu es au chômage et que tu arrives au RSA, il s'en est passé du temps. Souvent, il se passe 1 an et demi, 18 mois dans la plupart des cas. Donc, les mecs, s'ils sont au RSA depuis plusieurs années, c'est qu'ils l'ont voulu. Mais ils veulent pas travailler avec le peuple. Regarde ce que disent les gens. Bravo Raymond, il y a des gens qui vont pas bosser car ils gagnent plus chez eux et plus que les métiers passion. Bravo Raymond, connectez-vous. Gilles Verdez qui dit n'importe quoi. Du mec qui a 2 bras, 2 jambes. C'est bien de travailler quand on a le RSA, la mesure de Attal. Bien sûr. Les 15 heures. J'espère que tu es pour. Non. C'est déjà. Alors attention, c'est pas nouveau. C'est déjà en vigueur en 2025. Alors si on parle de ça, on va rappeler ce qu'a dit Gabriel Attal. Je trouve ça aussi, c'est très bien. Et Gilles Verdez encore, je vais pas dire le guignol, je vais dire le Gilles Verdez parce que ça me pend au nez. Ça me brûle la langue. Et Gilles Verdez, dites-le, ça vous fera du bien. Que des guignoleries. Mais pourquoi t'es contre en fait? Mais parce que Gilles Verdez, parce que Gilles Verdez, tu n'as pas compris pourquoi il est contre. Parce que Gilles Verdez est pour la France de l'assistanat. Non. Gilles Verdez, il est pour la France de l'assistanat. Et Gilles Verdez, il est pour la France de l'échec. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui est en échec ou qui est en situation de délinquance, il va aller l'aider. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en situation de travailler et qui, mine de rien, a des difficultés, il va le laisser. Comme il est pour les squatteurs, les cambrioleurs. C'est l'histoire de sa vie. Gilles Verdez, c'est le roi de l'échec. Voilà, écoutez-moi bien. C'est le Kasparov de la télévision. Champion du monde, Kasparov. Ouais, champion du monde de la connerie, toi. Voilà. Alors, Gabriel Attal a confirmé qu'il faudra travailler minimum 15 heures par semaine pour obtenir le RSA et que la mesure sera généralisée d'ici la fin de l'année. Bravo, Gabriel Attal. Il conditionne l'obtention d'un RSA au travail. Bravo. Et je pense qu'il va falloir qu'ils prennent d'autres mesures. On a des droits et des devoirs. Y compris d'ailleurs pour les gens, effectivement, qui sont honnêtes, dont parlait Raymond, et qui n'ont qu'une envie, c'est de revenir dans le monde du travail. Ça leur permet de revenir un petit peu dans ce monde du travail qu'ils cherchent. J'aimerais, les chéris, j'aimerais qu'on entende juste, parce qu'on va le faire ça demain, on va en reparler demain. J'aimerais juste quand même qu'on entende pourquoi Gilles Verdez, le génie de l'échec, n'est pas d'accord avec cette mesure de Gabriel Attal. Écoutez, prenez des notes et vous allez voir. La NUP, c'est contre aussi. La NUP, c'est contre, ses amis sont contre. C'est normal, ses amis sont contre, donc il est contre. Voilà. Non, mais ses amis auraient dit on est contre nager avec des palmes et un tuba. Voilà, il aurait dit oui. Ça s'appelle le RSA sous condition, on est d'accord. Moi, je ne veux pas de condition au RSA. Le RSA, ce sont des gens qui vont toucher 607 € ou 911 pour un couple sans enfants.
qui n'ont rien, qui sont à la rue, qui sont incapables de pouvoir pratiquer une activité. C'est très compliqué. D'autre part, laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. D'autre part, il y a 2 millions de personnes qui sont concernées. D'accord. Pour que la mesure s'applique, il faudra être inscrit à France Travail, ancien Pôle emploi. Aujourd'hui, il n'y a que 40% de ces gens qui le sont. 60% des gens doivent s'inscrire à France Travail. Vous pensez qu'ils vont aller au guichet de France Travail et s'inscrire? Où sont les employés? Les France Travail, arrêtez. France Travail va être submergé. C'est de l'utopie totale. On peut annoncer des trucs merveilleux, mais ça ne se fera jamais, c'est impossible. Justement, ça participe d'un retour à l'emploi. Justement, ces gens-là qui sont hors du système et qui sont peut-être extrêmement malheureux d'être hors du système, on les remet dans ce système en les mettant, en leur demandant de se connecter justement ou d'aller sur France Travail, de retourner à Pôle emploi, enfin qu'on n'appelle plus Pôle emploi maintenant, et de remettre un pied dans ce monde-là qui leur est justement étranger. Et donc c'est le moment, c'est formidable. Arrête, je t'ai pas donné la parole. Ça s'est fait dans 19 départements. Tous les départements de France, Gilles, se sont battus pour avoir cette mesure chez eux, tellement ça marche et tellement c'est positif, et tellement ça va dans le bon sens. Mais tu vois pas, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait quoi? Ils ont fait quoi ses amis? Ils ont fait que de la merde. Mes amis, tes amis, ils ont fait que de la merde. C'est fait pour... Jean-Michel, je suis en train de vérifier parce que je suis sûr que tu dis une grosse connerie. Je crois que tu n'es pas obligé d'être inscrit à Pôle emploi pour toucher le RSA. Voilà. Je suis en train de vérifier. J'ai pas dit le RSA, j'ai dit ça. Cette nouvelle mesure-là, il faudrait être inscrit à France Travail. Radouane qui est plus calé que toi. Radouane qui est plus calé que toi. Radouane, il a les bonnes infos. Il a dit 2 fois n'importe quoi. Déjà, t'es pas obligé d'être inscrit à Pôle emploi pour le toucher. En plus, tu parles des gens à la rue. J'ai pas dit ça. Tais-toi, laisse-le parler. Les gens à la rue ont une problématique, ils n'ont pas d'adresse. Eux, malheureusement, n'arrivent pas à faire de démarches et à percevoir des aides. Mais le RSA, c'est un CDD de survie, c'est pas un CDI à vie. Le RSA, c'est fait pour aider les gens à traverser une passe et à se réinsérer. Et là, cette mesure, c'est pour faire de la réinsertion. Parce que la cistana, c'est le cancer de la France. On en a marre. Voilà, bravo. Les seuls arguments, Gilles, c'est la loi et c'est impossible à mettre en place. Avec ça, on va aller dans le mur direct. Non, mais j'ai pas dit d'erreur, Cyril. Il faudra être inscrit. J'ai pas dit. Non, mais vous dites de grosses conneries. Ça change rien, tu dis que des conneries de toute façon. Mais non, mais il faudra être pas les faits. Ah bah voilà, il faudra être inscrit. Tais-toi, arrête de crier pour rien. Tu nous fatigues. Quel est le problème de s'inscrire au Pôle emploi? Je me suis inscrit. Bien sûr. Mais c'est pas le problème, ça. Il s'est arrêté sur le petit truc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous pensez que France Travail va pouvoir absorber 1 million et quelques de gens qui vont arrête de dire des conneries. C'est fait. Tout ça, c'est fait pour que plein de gens n'aient plus le RSA. Tu sais pourquoi c'est fait? Aussi pour la réinsertion. Parce que pour que les mecs, ils aillent bosser. Voilà, tout simplement, Gilles Verdès. Mais toi, comme tu es pour la France de l'assistanat. Et voilà, je le dis. Et la France des gens qui profitent du système. Voilà pourquoi. Et voilà, Gilles Verdès, tu es pour ça. Et bizarrement, comme tes amis de la NUPES sont contre, tu es contre comme d'habitude. Et ce sont tes amis. Bizarrement, tu as toujours les mêmes idées qu'eux. Et tu les défends toujours. Arrête un peu, ce sont tes amis. C'est pas mes amis. Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Tes amis. Et de la même manière, il y a une mesure qui est très bien, c'est que maintenant. Ce sont tes amis. J'ai pas dit ça. Je te dis une autre mesure qui est très bien aussi, c'est que maintenant qu'on refusera 2 CDI de suite sans raison valable, on sera plus inscrit, on ne pourra plus toucher le chômage. Et ça, c'est bien. Les CDI, on continue à toucher le chômage. Ils sont contre ces amis. Bien sûr. Oui, c'est pas mes amis. Voilà, c'est sont tes amis. Arrête un peu. T'es contre la mesure? Pas mes amis. Bien sûr que c'est tes amis. Mais t'es contre la mesure? Oui, on termine avec lui. Regarde, Gilles, tout à l'heure, tu as parlé de 910 €. C'est quoi 910 €? Mais le SMIC pour une personne, c'est 1300. Donc déjà, pour le couple, là, il y a peut-être que 400 balles d'écart. Après, si le couple, ils ont des enfants derrière, ils vont toucher d'autres aides, t'es d'accord avec moi? Ils ont 2 enfants, c'est 1260. Ça monte. Déjà là, c'est plus la peine d'aller travailler. Rideau. Parce que si tu mets le transport, si tu mets la bouffe, si tu mets l'impôt sur le revenu, si tu mets la garde des enfants, si tu mets tout réuni, ça ne sert plus à rien d'aller travailler. La France crève à cause des idées de Gilles Verdès. J'adore les trucs. Quelqu'un qui est en condition pour aller travailler, il ne doit pas pouvoir refuser un boulot qui est un petit boulot à 1350 net, il ne doit pas pouvoir le refuser. Il ne doit pas pouvoir dire, je suis à 1002, bah alors je vais refuser le boulot, ça va me faire gagner 150 € de plus. Ça ne sert à rien. J'ai les transports, j'ai la bouffe, j'ai les impôts sur le revenu. C'est pour ça que sert à rien. Il reste en moyenne 7 ans. C'est pour ça qu'il faut se dire à un moment donné, pour aller chercher de l'argent, comme tu as dit, à un moment donné, il faut peut-être dire, la fête est finie, on n'a plus les moyens. Au lieu de taper sur les étrangers qui sont malades, on va peut-être taper aussi sur tout le monde. On va peut-être aussi voir les gens qui ne veulent pas jouer le jeu. Celui qui ne veut pas jouer le jeu, qui ne veut pas dire à la France, regarde, moi je vais travailler, je vais payer des impôts comme un autre, celui-là, on va lui dire, la fête est bientôt finie. Il va falloir que tu trouves
compris, la fête est finie. La fête est bientôt finie. Il y a qu'en France qu'on bénéficie d'aides comme ça. Dans aucun pays au monde, il y a des aides comme ça. C'est impossible. C'est notre honneur. Mais non, mais notre honneur, c'est notre chute. C'est pas notre honneur, c'est notre chute. Gilles, il est généreux avec l'argent qu'on n'a pas. Exactement. Et l'argent des autres. Gilles, il est généreux avec des conneries. On pourrait le faire. Il démarre à 18h50, il finit à 21h15. C'est pas compliqué. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, on pourrait faire comme Gilles. On pourrait dire oui, il faut aider les parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de faire ce qu'il fait lui que de dire nous, on va enlever des RSA, on va enlever le chômage, on va enlever ceci, on va enlever cela. Ça, c'est pour se faire démonter, pour se faire taper dessus. Il n'y a rien de mieux. Mais je pense que les gens qui vont se lever le matin et qui vont travailler qu'à 6 heures, ils attendent leur train qui est annulé ou je ne sais quoi, ou qui courent après des bus, et que le 20, il se dit bah là, j'ai plus rien, je suis à sec, et pourtant je travaille. Et on est le 20 et j'ai plus rien. Et je vais faire un découvert que je vais rembourser le mois prochain. C'est-à-dire que je suis dans l'engrenage de mon découvert et la banque, elle va me mettre en plus des agios. Et le voisin, je le vois, lui, avec des Nike au pied, des survêtements, il est en train de gratter des rapidos toute la journée. Je peux pas. Bah, moi, je suis venu à l'âge de 14 ans. D'accord. J'ai eu mon brevet ici. J'étais au collège à Landoski. J'habitais à Bologne avant. Ah oui, à côté. Oui. Et après, bah, j'ai fait un CAP agent de sécurité. Oui. Et je l'ai eu. Et entre deux, j'ai fait une erreur qu'il ne fallait pas le faire. Et... C'est ça qui a fait que vous étiez sous OQTF? Oui, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Comme ça, on dit tout. Bah, j'étais la veille de l'anniversaire de ma tante, là où je vis chez elle. Oui. J'étais avec des amis, on était alcoolisés. Et du coup, ils ont pris... on était à côté de la moto, ils l'ont pris. Et de là, on s'est fait interpeller. Vous avez volé une moto? On ne l'a pas volé. On s'est fait interpeller à côté de la moto. Ils nous ont pris pour... Donc, c'est un mec qui a pris un de vos potes qui a pris une moto, voilà, qui a volé une moto et vous étiez à côté. Voilà, vous étiez dans la bande, quoi. Oui, voilà. Donc, et derrière, au QTF. Oui, derrière au QTF. Pourquoi? J'ai eu un jugement. D'accord. Et le tribunal, ils m'ont donné une deuxième chance. Comme je suis en études et j'ai que des bons résultats, que des félicitations, que j'ai des soutiens de tous mes profs. Et du coup... Et c'est quoi alors votre deuxième chance? J'ai eu un stage de citoyenneté et une amende à payer. Le juge, il l'a décidé. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes encore sous OQTF? Je sais pas. J'ai eu une peine et là, j'ai double peine. Double peine juste... Et vous, Sibora, pourquoi vous êtes sous OQTF? Moi, c'est quand j'ai eu mes 18 ans. Oui. J'ai fait la demande comme majeure. J'ai eu un récépissé pendant presque 1 an. Et là, ils m'ont répondu avec un OQTF. Je n'ai pas tout à fait compris. Vous êtes de quelle origine? Je suis albanaise. D'accord. Et vous? Tunisien. Tunisien. Bon. Et donc là, vous êtes sous OQTF, mais vous êtes avec votre famille ici? Je suis avec le mari de ma tante qui est français et ma tante qui est aussi française. D'accord. Et on vit ensemble, on partage les mêmes trucs ensemble. Lui, il est catholique, moi, on partage tout ensemble. On habite ensemble, il n'y a que le respect. Et... Moi, je vais tout vous dire. Pourquoi je voulais vous recevoir ce soir, et je pense que pour les téléspectateurs, c'est important aussi. Il est 19h52, on est en direct. Nous, et je vous dis, on a souvent eu le discours ici, on s'est dit, pourquoi tous les OQTF, et Raymond l'a dit aussi, ne devaient quitter le territoire. S'ils avaient une obligation de quitter le territoire, il fallait qu'ils le quittent. Et c'est vrai qu'on avait envie de voir des profils. Oui. Parce que quand on vous voit tous les deux, quand on vous écoute, on se dit, en fait, pourquoi vous êtes sous OQTF, maître? Pourquoi? Parce que même s'il a, aujourd'hui, tu es de nationalité tunisienne? Oui. C'est ça? Et vous, nationalité albanaise? Oui, c'est ça. Donc, mais vous avez combien délits ou pas? De quoi? Vous avez combien délits? Vous avez combien délits ou pas? Une infraction. Une infraction? Jamais. Jamais? Non, jamais. Et pourquoi vous êtes sous OQTF? Pourquoi les sous OQTF? Alors, expliquez-nous, maître. Merci. Alors, c'est vrai, tout d'abord, merci de les recevoir parce que c'est important. On parle beaucoup d'OQTF en ce moment dans les médias. On parle beaucoup d'immigration, qu'on met très souvent en lien avec tout simplement la délinquance. Donc, c'est important, on y reviendra peut-être plus tard. Et c'est important de voir des visages et de voir des parcours pour comprendre que parfois, les obligations de quitter les territoires français, ce n'est pas forcément pour des personnes qui sont dans la délinquance ou dans le terrorisme. Nous, je peux vous dire ce qu'on voit. Alors, je le dis, moi, ce que j'avais en tête et ce qu'ils avaient en tête, pratiquement tous ici, je pense Raymond, c'est pour nous, vous voyez, des terroristes.
Parce que les derniers faits divers, c'était souvent des OQTF. C'était 5000 OQTF dangereux et qu'on disait qu'il fallait mettre 10 policiers derrière un OQTF, fichier F. Et nous, on avait dit non, ces gens-là, on ne va pas mettre 10 policiers derrière un gars. Autant qu'ils repartent d'où ils viennent, autant quand on sait la destination d'où ils viennent. Quand je vois les deux personnes que j'ai là, qui ont fait des études en France, qui ont passé des diplômes en France, qui ont eu des brevets en France, ces gens-là, c'est du cas par cas. Ces gens-là, ils n'ont pas à retourner dans un pays qui est en guerre ou qu'ils ont fui ou peu importe. Ou qui préfèrent être là plutôt qu'en Tunisie. C'est pas un pays en guerre. Non, mais qui préfèrent être là plutôt qu'en Tunisie parce qu'ils pensent qu'il a une meilleure vie ici. Moi, mon père, quand il est parti du Maroc pour venir ici, c'est pour avoir une meilleure vie ici. C'est pas pour J'aimerais qu'on revienne sur les OQTF. Merci, s'il vous plaît. On va y revenir parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un refus de séjour, donc quand on ne rentre pas dans un cas de plein droit, donc de délivrance de titre de séjour de plein droit, la préfecture peut assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Elle peut, mais dans, on va dire, la majorité des cas, tous les refus de séjour sont assortis d'obligation de quitter le territoire français. Il y a très peu de dossiers où finalement on donne ce qu'on appelle les refus simples. Et là, dans ces deux dossiers, c'est des dossiers, on va dire, plutôt habituels, mais en même temps atypiques, parce que ce sont des jeunes qui arrivent après l'âge de 13 ans. Donc le plein droit, c'est avant 13 ans. Alors, tunisien, c'est même avant 10 ans, parce que c'est l'accord franco-tunisien qui s'applique. Donc ils ne sont pas dans le plein droit. Ils sont arrivés à 14 ans tous les deux. Donc pour Sibora, elle est arrivée, on va dire, quelques mois trop tard. Si elle est arrivée à l'âge de 13 ans, elle avait de plein droit un titre de séjour. Ce n'est pas le cas. Donc elle ne rentre pas dans le plein droit. D'ailleurs, on lui délivre un récépissé. Donc elle arrive à la préfecture, elle dépose son dossier, récépissé. Et on se dit qu'avec les résultats scolaires qu'elle a, parce qu'elle a un baccalauréat en France, un brevet, elle est en 2e année de langue étrangère appliquée avec des bonnes notes, que ça va passer, qu'on va tenir compte de son ancienneté, de séjour et son parcours scolaire. Et non, là, le préfet n'en tient pas compte en indiquant que les deux parents sont en situation irrégulière et que donc elle peut retourner dans son pays d'origine sans qu'il y ait d'atteinte à sa vie privée et familiale. Et là où effectivement c'est un petit peu compliqué, c'est que, on va revenir aussi sur le cas de M. Amine, c'est que ces personnes-là, au départ, quand elles sont arrivées en France, ce n'était pas leur choix, ce sont des mineurs. Donc c'est le choix des parents. Ça aussi, il faut peut-être en tenir compte. Et elles ont quelque part déjà une première fois un choix des parents où on décide de les changer totalement de vie. Et encore une fois, donc là, elles vont s'intégrer, elles vont s'investir. Tous les deux n'ont que des amis français avec un parcours tout à fait, je dirais, exemplaire. On va voir les résultats scolaires de Mohamed Amine. Les professeurs ont fait une lettre de soutien en disant qu'il est exemplaire. Et pour autant, on se retrouve avec des situations où légalement ils peuvent le faire. La question que je pose à tous nos téléspectateurs à 19h56, c'est vous avez une obligation de quitter le territoire français et vous êtes sur notre plateau ce soir. Comment ça se fait? Moi, personnellement, je fais attention. Et là, même quand j'irai à mon lycée, et là, je passe mon bac, j'ai peur, je stresse même pour aller à mon lycée. C'est-à-dire que là, si vous faites contrôler, voilà. Quoi, vous devez retourner en Tunisie. Il peut être placé au centre de rétention pour être éloigné, bien sûr. Moi, j'ai ma tante ici, c'est comme ma mère, elle n'a jamais eu d'enfant. Et je peux pas. C'est pour ça que je suis venu en France. Je sais, mais Mohamed, vous n'avez pas peur là de vous montrer ce soir en direct? Non, j'ai peur, oui, mais j'assume. Voilà, j'ai pas le choix. Si vous avez un contrôle, qu'est-ce qui se passe? Un centre et après ils me ramènent en Tunisie. D'accord. Et pourquoi vous avez quitté la Tunisie quand vous aviez 14 ans? Ma tante, elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. Et vos parents sont en Tunisie. Voilà. Mon père, il est décédé, j'avais 5 ans quand il était. Voilà. Et du coup, ma mère, elle ne pouvait pas. Et du coup, je suis allé avec ma tante pour qu'elle m'aide et pour habiter avec elle, quoi. Bien sûr. Et je suis venu légalement ici. Je suis venu avec un visa. Je ne suis pas venu par l'Italie. Je suis venu légalement. Mais voilà. Alors, à préciser, excusez-moi, il a eu des documents de circulation pour étrangers mineurs. Oui. C'est-à-dire que toute la minorité, il était en situation. J'étais en règle. Sibora, vous, pourquoi vous, si vous êtes contrôlé, vous aussi, vous retournez en Albanie? C'est la même chose, oui. Mais en plus, alors, je dis tout ce qui se passe sur les réseaux. Mohamed, ils disent, bon, c'est vrai que Mohamed, il a des notes incroyables, etc. Il a l'air, voilà, franchement... mais ils disent, il a commis une petite infraction. Pour vous, ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi... donc, c'est quoi la raison? Elle n'entre pas dans un cas de délivrance de plein droit, donc on peut lui assortir le refus de séjour. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Mais vous voyez comment c'est... Moi, je vais prendre 2 minutes. Je vais quand même prendre la défense du ministre de l'Intérieur. Vous vous rendez compte? Il faudrait, en fait... C'est vraiment au cas par cas. Ouais. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient donc nommées par le ministre de l'Intérieur, par le ministère de l'Intérieur, pour qu'ils fassent des entretiens
avec chacun des OQTF. Des enquêtes. Et qu'il les revoie peut-être tous les 6 mois pour voir comment ils évoluent, ou tous les 3 mois. Vous vous rendez compte, c'est énormément de moyens. En fait, c'est ça l'histoire. Parce que nous, là, ce qu'on a fait, voilà. Je suis sûr que n'importe quelle personne sensée qui fait un entretien avec Mohamed ou avec Sybora, ils se disent, bon, quand on parle avec eux, ils n'ont pas l'air d'être un danger pour la France. Ils ont l'air parfaitement intégrés, ils veulent travailler, ils ont des notes excellentes, voilà. Donc, l'histoire, c'est vraiment... Alors, le problème, c'est que dans une loi, on essaie de généraliser. Donc, forcément, c'est pas au cas par cas. Et c'est vrai qu'il y a certains cas, avec certaines lois et certaines décisions qui doivent être prises au cas par cas. C'est fou, on en a parlé la dernière fois sur une autre décision, je ne sais plus quoi. On disait c'est au cas par cas. Mais là, vraiment, c'est très compliqué. Vraiment, qui pense ici que Mohamed ou Sybora doivent quitter le territoire et doivent honorer leur OQTF? Dites la vérité. Qui? On voit qu'on n'est pas dans en train de passer des diplômes d'État. Face à Hanouna. Non mais dites-le. Non mais est-ce qu'il y en a ou pas? Parce que c'est comme un... Moi je vous dis, quand je les vois... Oui, mais il y a des règles. Ah oui, pour vous il y a des règles? Il y a des règles, il y a des lois. À partir du moment où il ne rentre pas dans le cadre de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, est-ce que la loi, tu lui dis pourquoi tu es sur la loi? C'est vrai, elle a raison. Quand on dit qu'on est sur la loi, la loi... Là, vous vous cachez derrière la loi. La loi, là, c'est mon avenir qui est en jeu. Là, c'est moi, je peux pas avec mon diplôme français, je peux rien faire en Tunisie. Ils veulent me ramener en Tunisie. Pourquoi faire? Je vais faire quoi? Il passe le bac à la fin d'année. Oui, bien sûr. Non, mais si vous veniez d'un pays en guerre, de Syrie ou d'un autre pays comme ça en guerre, là, il est arrivé légalement. Votre vie soit en danger. Oui. Nous, on va en vacances en Tunisie, donc j'ai eu mal à comprendre que vous soyez, ça soit difficile. Mais là, moi, mon avenir, il est en France. Mon avenir, il est en France. Oui, bien sûr. Je sais. Mon avenir, il est en France. Mais un jour, je veux faire ma vie en France. Je veux fournir une famille en France. Je veux faire tout en France. Et pourquoi je n'aurais pas cette chance-là? Mohamed, ce serait un drame. Excusez-moi, à préciser qu'elle a été élevée par sa tante française. C'est ça ce qu'il nous a dit. Voilà. Mohamed, ce serait un drame pour vous de retourner en Tunisie? Mais bien sûr, ça c'est la pire peine que... Vous feriez quoi? Comment? Vous feriez quoi? Vous avez qui là-bas? En Tunisie, j'ai ma mère et ma sœur. D'accord, mais vous feriez quoi si vous avez là-bas? Je sais pas comment je vais finir, je sais pas. Là, même mes amis d'enfance, ça y est, je me rappelle plus de personne. Jean-Michel? Oui, non, je sais pas. Évidemment, c'est des cas par cas, mais moi, je sais pas, à partir du moment où vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de titre de séjour, à un moment, il faut... j'ai été jeune, quand c'est la France qui m'a élevé. À 14 ans, je suis venu... Oui, mais moi, si j'étais en Tunisie, là, qu'on me dise, vous n'êtes pas tunisien, vous n'avez pas de papier... Il faut repartir en France. Je crois que je dirais, je vais repartir en France, c'est pas un drame. Vous aimez votre pays, j'imagine, la Tunisie, vous l'aimez quand même. J'aime la France. Oui, mais je partage les mêmes valeurs que les mêmes de la République et on vit dans le même pays. Non, mais je peux pas. Français que tunisien, on a des vermines. Vous sentez plus français ou tunisien? Je suis plus français que tunisien.